Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire après le retour de la pause. Alassane Dramane Ouattara qui promet des élections transparentes et apaisées. C'est la promesse donc que le président a faite à l'envoyé spécial des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas. Au cours de mon entretien avec Monsieur Mohamed Ibn Chambas, j'ai réaffirmé notre détermination à organiser des élections transparentes, apaisées et démocratiques avec l'appui de tous nos partenaires, dont les Nations Unies. La promesse du président intervient, on le sait, dans un contexte politique très tendu au niveau d'Abidjan. Firmin Teko, élections transparentes, apaisées, démocratiques. Est-ce que ce sont que des mots d'Alassane Ouattara à Ibn Chambas ou bien un véritable engagement? Peut-être un véritable engagement. Vous voulez qu'il promette quoi à Ibn Chambas? Des élections non crédibles ou des élections non transparentes ou des élections non apaisées? Des élections apaisées, peut-être il va prendre toutes les mesures, mais je doute que cela soit véritablement apaisé. Parce qu'il y aura toujours des contestations. Il y a déjà des contestations, même s'il a déjà interdit toutes sortes de manifestations. Ouais. Et il y a une partie de l'opposition qui a appelé à la désobéissance civile, comme lui aussi l'avait fait en 2010. Donc l'histoire aussi le rattrape un peu, quoi. Donc et apaisé, je n'y crois pas trop. Bon, il va mettre la force publique au service de ces mots, mais je ne pense pas que ça soit véritablement apaisé. L'autre chose démocratique, donc il se dit bon, au vu des tests, au nom des tests, il peut écarter certains opposants. Il y a des mandats d'arrêt contre Soro, Gbagbo. Donc c'est au nom de la démocratie, au nom du respect. Vous imaginez, du respect des tests, quoi. Donc il peut dire c'est démocratique. Donc il a ouvert un peu le robinet, il a ouvert un peu le tuyau. Donc il y a certains opposants qui sont déjà rentrés dans la danse. Il y a l'ancien président, il y a l'ancien premier ministre. Donc c'est déjà démocratique, quoi. Donc c'est une élection plurielle. Donc il peut toujours s'en défendre. Le problème, c'est que rien ne fait consensus. Non, il y a de consensus sur aucun sujet finalement. Je pense qu'Ibn Chambas le relevait hier que les Nations Unies ne peuvent pas accepter une élection dans laquelle il y a consensus sur aucun point. Non, et si consensus il doit y en avoir, je ne pense pas que ce sera en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Il n'y aura pas de consensus. Et Ouattara n'accepterait même pas qu'il y ait consensus. Consensus sur quoi? Par exemple, sur la CEI, donc le Conseil constitutionnel, le fichier électoral. Non, Ouattara qu'on revoie le fichier électoral. Ouattara ne peut jamais accepter qu'on recompose la CEI. Ouattara ne peut jamais accepter qu'on recompose le Conseil constitutionnel. Nous sommes après 2 mois ou à 30, c'est le 31 octobre. On vote le 31 octobre. On vote le 31 octobre. Un mois, une semaine. Un mois, une semaine. Donc il va falloir soit suspendre le processus, asseoir un dialogue auquel participeront presque tous les acteurs. Et là, pour rendre l'atmosphère un peu plus détendue, peut-être on va demander aux partisans de Gbagbo et de Guillaume Soro de participer. Mais du moment où Ouattara ne peut pas accepter ça, parce que Ouattara veut aller vite. Quand les choses sont comme ça, politiquement, avec l'expérience qu'on a vue dans plusieurs régions, quand les choses vont comme ça et qu'on voit qu'il y a assez de contestation, ceux qui sont au pouvoir font tout pour que les choses aillent plus vite. Parce que autant on rend le truc élastique, autant il y a une certaine incertitude. Donc Ouattara, pour éviter l'incertitude, il va tout faire pour que les choses se déroulent le 31 octobre. Et puis on tournera cette page-là. Consensus, il n'y en aura pas. Et puis la démocratie, du moment où on parle de la majorité, donc c'est difficile qu'on adopte le mot consensus. Est-ce que Alassane Ouattara ne risque pas d'être responsable d'une élection bâclée? C'est-à-dire que, est-ce que ça ne vous étonne pas de voir que à côté de nous, c'est-à-dire dans la même sous-région, au Ghana, il y aura une élection présidentielle en décembre. Les gens ne parlent pas de modification de constitution, les gens ne parlent pas de liste électorale, mais c'est-à-dire que c'est extraordinaire que ce soit chez nous, dans nos pays francophones, que ces problèmes persistent. Mais vous avez posé tout à l'heure la question à Firmin de savoir si on peut croire à Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut être de l'église, de l'église du dernier testament, sinon du Jésus de Sibérie, pour croire vraiment en ces paroles du président Alassane Ouattara qui, il y a quelques années, avait précisé au vu au su de tout le monde que je ne modifie pas la constitution pour me présenter et que je ne vais plus me présenter. Donc, vous voyez déjà, en ce monsieur, on ne peut plus avoir
confiance. Donc dire qu'on va avoir des élections libres et transparentes, c'est lui qui le dit. Et oui, en Côte d'Ivoire, et c'est lui, comme vous l'avez dit, c'est lui qui le dit, et personne n'est dupe parce que tout le système, Firmin même le dit régulièrement, même fait l'apologie du système qui verrouille les élections et que Ouattara va gagner. Est-ce que vous voyez? Donc, il a verrouillé. Jamais fait l'apologie du système. Il a verrouillé tout le système. De toute la façon, déjà la Cour des sages, des sages entre guillemets, qui vient de valider des candidats en rejetant sur 44 candidatures, 4. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question si même sur les 40 n'ont pas pu avoir même la caution des gens, mais c'est extrêmement grave dans une démocratie. Maintenant, la CNI, on conteste, les gens contestent, comment vous l'appelez, le fichier électoral. On ne dit rien, on dit on va avec. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après, il y aura le braquage des votes qui va être disons, le summum pour valider l'élection d'un président fondateur. Bon, voilà le cliché dans lequel nous sommes, et les gens promettent, n'est-ce pas, une élection transparente, laquelle et de quelle façon ils ont leur démocratie que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Voilà, en fait, je voudrais dire, je me demande ceci, si les Jerry John Rawlings étaient là aujourd'hui au pouvoir, est-ce qu'ils se comporteraient aujourd'hui comme ils s'étaient comportés dans les années 90 ou dans les années 80? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Peut-être c'est le temps qui leur a été favorable. Peut-être on aura un Jerry John Rawlings aujourd'hui au président au Ghana, avec l'évolution du monde, avec l'évolution de tout ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi il n'y a pas que Jerry John. Oui. Il y a le Libéria qui vient de passer le témoin. Même Boari, jusqu'ici Boari, c'est parce que d'être élu, je ne pense pas que non, c'est parce que le problème c'est quoi, Francisco Napokoura? Ce que je vois, à mon sens, ce que je vois, c'est que peut-être c'est le temps qui a été favorable à Jerry John Rawlings. Et aussi par rapport au Libéria, c'est parce que les Occidentaux en ont décidé ainsi. Par rapport au Sénégal, c'est parce que les Occidentaux en ont décidé ainsi. C'est pour cela que ça se passe comme ça. Je ne sais pas que je fais l'apologie du mal au fait, mais je dis peut-être c'est le contexte qui a été favorable à Jerry John Rawlings et à certains. Pour les autres, c'est les Occidentaux, ce sont les Occidentaux qui ont été derrière. C'est comme quand on parle du Rwanda aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux sont derrière, sont eux en réalité indirectement qui construisent le pays. Donc c'est le contexte qui a été favorable à Jerry John Rawlings. L'autre aspect que je voudrais aborder, c'est quoi? Quand on cite le Ghana en exemple, bien sûr, le Ghana a réussi une chose, l'alternance. Mais le Ghana n'a pas réussi la démocratie. Il n'y a pas de souci. Au moins, les gens ne se tuent plus. Le Ghana n'est pas un pays démocratique à mon sens. Oui. Quand on parle d'être démocratique, les gens ne moi je ne pense pas qu'on puisse citer. Quand on mettra sur le même starting block, Ghana, je ne sais pas moi, Togo, Côte d'Ivoire, vous classerez le Ghana. À quel niveau? Voilà, il y a une avancée. Moi je dis, il y a une avancée au niveau de l'alternance. Mais il n'y a pas une avancée au niveau de la démocratie. Parce que, écoutez, quand on parle des pays les plus corrompus au monde, on ne parle pas du Togo, on ne parle pas du Ghana. Oui, mais quand on parle des pays les plus corrompus au monde, on ne parle pas du Togo, on parle du Nigeria. Quand vous prenez l'administration, quand on parle des pays les plus corrompus au monde, on ne parle pas du Togo, on parle du Bénin. Ce n'est pas la même chose de corruption. Non, alors que la corruption, c'est quoi? La démocratie, c'est la lutte contre la corruption. La démocratie, c'est la lutte contre la corruption. Au Ghana, c'est là où il y a plus de corruption. C'est pour ça que Barack Obama leur dit, mais on est dans un pays où on organise des élections périodiquement et où la police est corrompue. Donc ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. C'est Barack Obama qui le leur a dit. D'accord, revenons à la Côte d'Ivoire. J'écoutais Adama Big Togo sur RFI ce matin. Puisque son patron parle d'élections transparentes et paisibles, lui, l'Assemblée est très catégorique. Il disait il n'y aura pas de recomposition du Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de recomposition de la CEI, les élections ne seront pas reportées. On a l'impression qu'il ne cherche pas l'apaisement, alors que son patron parle d'élections paisibles. Oui, bon, ces messieurs, on les connaît. Il y en a eu en RDC qui sont maintenant devant les tribunaux, qui font le tintamarre médiatique. C'est comme si, bon, je ne sais pas quel métayage ils font. Moi, j'ai écouté la dernière fois, ça doit être le ministre de la Communication, qui disait que on a demandé que Guillaume Soro, qui est voilà, que on lui a demandé de venir se justifier devant les juridictions de la Côte d'Ivoire. Il s'est réfugié en France et puis il parle de n'importe quoi. Mais Soro Guillaume, ni Gbagbo ne se sont pas réfugiés
comment l'appelle-t-on, en France, parce qu'il faut aller y rester, ou en Europe. Mais Soro a pris l'avion ici pour venir descendre en Côte d'Ivoire. Il a donné l'occasion à la justice ivoirienne de le prendre et de le confronter aux réalités, mais c'est eux qui l'ont détourné jusqu'à il était obligé de retourner, de repartir. Gbagbo n'a pas de passeport pour prendre un avion. C'est Ouattara qui a soulevé Gbagbo pour aller déposer à Genève. Mais c'est lui qui doit aller même normalement le chercher pour l'amener ou de lui délivrer rapidement. Donc voilà ces contradictions que des autorités, des premiers, c'est-à-dire la vitrine même de la communication d'un système, est en train de donner à l'international. Vous l'avez déjà dit, le président dit oui, élection transparente et paisible. Et paisible. Parce que les gens contestent le mécanisme électoral. Ibn Chabas, ou comment vous l'appelez, qu'on connaît dans ses œuvres pour le renforcement de la dictature en Afrique, des régimes qui tripatouillent les constitutions. Mais il est venu, il a dit, pas de consensus, pas d'élection. Peut-être c'est dans ce sillage-là que Ouattara était obligé de dire, bon, ok, il y a ouverture, mais son ministre vient de dire, il n'y aura rien, nous sommes les hommes forts et on va maintenir le cap jusqu'à la fin et après on va dénombrer des morts. Est-ce que vous voyez? Vous avez vu la Côte d'Ivoire, on parlait du Mali. Les gens ont fait un coup d'État, il n'y a même pas un seul mort. En Côte d'Ivoire, on a commencé la contestation, 12-13 morts. Vous imaginez, on n'a pas encore commencé la campagne pour aller aux élections et la période post-électorale, ce que ça va donner. Dans tout ça, la communauté internationale se tait. Ibn Chabas, on connaît, il est venu, il a dit oui, les règles de démocratie selon l'ONU, mais dans les coulisses, on sait ce qui va se passer après. Alassane Ouattara et ses lieutenants vont foncer droit dans le mur et la Côte d'Ivoire risque de reprendre, n'est-ce pas, la violence. On ne sait pas la guerre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un lendemain, un futur sombre pour nos pays et pour nos démocraties. L'Occident est prêt. Si vous allez continuer de vous battre, on va diviser votre pays en deux. On exploite vos sous-sols et vous êtes là, votre pays est pauvre. Donc c'est les clichés-là qui sont là pour tous ces pays qui sont vastes. La RDC est vaste, on a occupé une bonne partie, ils ne savent même pas. Le coton a pris de la valeur, mais le pays est pauvre. Le Mali est divisé depuis des années en deux. On ne sait pas comment les gens exploitent de l'autre côté du Mali. Et puis, je disais que le Mali, c'est peut-être le 3e pays le plus vaste de l'Afrique encore. Donc, on veut les diviser en deux comme on a divisé le Soudan. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, peut-être, va s'acheminer comme le pays est grand. Ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est c'est dû à l'entêtement de ces hommes politiques qui pensent qu'après eux, il n'y a personne. D'accord. Est-ce que l'opposition ivoirienne elle-même, elle n'est pas un peu trop exigeante aussi à la fin? Oui, elle est un peu exigeante, comme c'est de coutume avec les oppositions africaines. Surtout dans ces contextes-là, les opposants sont beaucoup plus exigeants. Après, ils passent à côté. C'est ça, en fait. Au lieu peut-être... L'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils braquent le camp d'en face. Donc, il ne se comporterait pas comme ça. Peut-être la donne se sera énoncée autrement. L'opposition est beaucoup plus exigeante, mais c'est pertinemment qu'elle n'aura rien. L'opposition, parce que Ouattara a déjà son plan bien ficelé. Il sait qu'il y aura aux élections. Il sait que les élections sont déjà rendues crédibles et légitimes avec la participation des ténors de l'opposition. Mais vous avez écouté aussi, il y a le Pascal Afine-Guessan qui menace que si les réponses claires ne sont pas apportées aux exigences, il retirerait sa candidature. Bon, s'il peut retirer sa candidature, mais reste à savoir si Bédi aussi le fera. C'est ça, en fait. Si Bédi aussi arrivera à le faire, donc ça va porter peut-être un discrédit sur les élections. Mais n'oubliez pas que Ouattara, c'est un fait politicien. Hein. Regardez Bédi depuis... n'est pas non plus des moindres. Ouattara, c'est un fin politicien en train de réfléchir peut-être à cette possibilité. Si eux tous ils retiraient leur candidature, comment seraient les élections et autres? Donc Ouattara serait en train de penser à ça. Si eux tous ils retiraient leur candidature,
Donc, il y aura une situation très compliquée en Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara va être obligé, contraint d'organiser un dialogue et peut-être proroger le délai pour revoir, pour retoucher un peu le processus électoral. La deuxième chose que je voudrais aborder aussi, c'est avec Francisco. Oui, on peut dire, moi, je ne fais pas l'apologie du mal, mais j'analyse en tenant compte des contextes. Je ne veux pas être ce rêveur-là. Moi, je veux être beaucoup plus réaliste. Mais écoutez, quand on parle aujourd'hui de Guillaume Soro, mais c'est la position de Guillaume Soro aujourd'hui qui me fait beaucoup sourire, au fait. Qui me fait beaucoup sourire, parce que quand on parle de mort aujourd'hui, Guillaume Soro, peut-être, vous allez parler de mort. Bon, c'est pas Guillaume Soro était là quand les gens mouraient en 2010. Guillaume Soro était là quand on violait les droits les plus élémentaires de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro était là quand Gbagbo quand c'était seulement le camp Gbagbo qui faisait face à la justice internationale. Guillaume Soro était où? Aujourd'hui, c'est parce qu'il se dit que les choses se retournent contre lui qu'il faut prendre la position de Gbagbo. Ces hommes-là, je ne pense pas qu'il faille peut-être les Guillaume Soro dit que j'étais avec Ouattara parce que Ouattara était exclu. Aujourd'hui, je suis avec Gbagbo, avec Bédié, parce qu'ils sont exclus. donc il reste là. Les années à venir, quand on exclura encore d'autres, il va encore être avec eux. C'est pour dire que Guillaume Soro, il voit que son ambition est en train de s'effriter, il sait plus là où aller. C'est pour ça qu'il est en train de se comporter comme ça. Quand il dit sur les réseaux ou devant les médias qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, mais Ouattara, c'est lui le chef de l'État. Hein. Lui, il est hors du pays. On a vu ça dans plusieurs pays. Parce que peut-être il compte sur certains de ses amis rebelles. Mais Ouattara, c'est lui qui maîtrise l'armée aujourd'hui. Ouattara, il a l'armée internationale avec lui. Donc, s'il veut élection aujourd'hui, il y aura élection, il n'y a rien. Voilà qui nous amène à la pause et on revient pour le dernier sujet.